Ennemi de Dieu, c'est ainsi que le régime iranien qualifie son propre peuple. Alors que les manifestations se multiplient dans le pays et que les slogans pour le retour du Shah s'intensifient, les gardiens de la révolution répriment violemment. Samedi, le président Trump a suggéré que les États-Unis pourraient agir alors que l'Iran vit sa période la plus dangereuse depuis des décennies. La question est ce qui va suivre et le rôle d'Israël dans les conséquences. Restez avec nous pour l'initiative de Jérusalem d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'initiative de Jérusalem sur JNS Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant JNS au Media Hub à Jérusalem, capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. En Amérique centrale, le pays du Panama accueille le président directeur général de JNS, Alex Traiman, est en voyage d'affaires. Alex, ravi de te voir là-bas. Ravi de te voir, Josh. Nous parlerons un peu plus de tes voyages au Panama. Mais d'abord, nous devons passer aux actualités ici. Les principaux titres, tout ce qui se passe. En Iran, des rapports indiquent que des milliers de personnes ont été tuées par le régime iranien alors que nous entamons la deuxième semaine de manifestations contre le gouvernement là-bas, en Iran. Officiellement, ils annoncent 42 morts, mais selon différentes sources et divers rapports, il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de personnes tuées par le régime. Là-bas, les manifestants visent désormais les bâtiments gouvernementaux, les responsables du gouvernement. J'ai entendu aux informations plus tôt que l'administration fiscale à Téhéran avait été prise pour cible, le bâtiment là-bas. Chaos à Téhéran. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Moyen-Orient, d'Israël et du monde entier? Eh bien, je pense que c'est le moment que le peuple iranien attendait réellement. Et nous avons vu à de nombreuses reprises au cours des 15 dernières années environ que le peuple iranien a essayé de se soulever et de reprendre son pays aux ayatollahs, aux mollahs qui dirigent cette république islamique. Nous nous souvenons qu'en 1978, 1979, il y avait le Shah qui dirigeait l'Iran et les gens pensaient que le Shah était corrompu. Ils se sont soulevés lors de la révolution de 1978-1979. D'une manière ou d'une autre, toutes les forces se sont réunies pour chasser le Shah et faire venir l'ayatollah Khomeini, qui était alors exilé à Paris. Ils l'ont fait venir à leur propre perte. Depuis, l'Iran est passé d'un pays en modernisation à un paria international. Et ce régime, en particulier depuis que l'ayatollah Khamenei a pris le pouvoir en 1989 après la mort de Khomeini, a construit cet anneau de terrorisme autour du Moyen-Orient à travers l'Irak, la Syrie, le Liban, jusqu'à Gaza, au Yémen. Ils ont dépensé tout leur argent dans le terrorisme et la construction d'armes nucléaires. Pendant ce temps, l'économie de l'Iran s'est effondrée. Il faut environ 14 millions de rials pour $1. À Téhéran, l'eau et l'électricité manquent souvent et les habitants commencent à en avoir assez. Ils se soulèvent maintenant. Rappelons-nous qu'en 2008, le peuple avait déjà essayé de se soulever. Après l'assassinat de Ned Agha Sultan, les gens sont descendus dans la rue. Que s'est-il passé alors? Le président Barack Obama a déclaré qu'il apportait le soutien américain aux ayatollahs et le régime a commencé à tuer des gens dans les rues. Les États-Unis n'ont rien fait, si bien que les gens se sentant sans soutien international ont vu leur révolution échouer et sont rentrés chez eux. Désormais, nous observons quelque chose de très différent. Israël a attaqué les installations nucléaires iraniennes en juin et juillet pendant la guerre de 12 jours et les États-Unis ont également attaqué le réacteur nucléaire de Ford avec les 12 bombardiers B-2. Nous voyons que le régime iranien est devenu de plus en plus faible. Et nous savons aussi qu'Israël a apporté un soutien matériel aux chefs de l'opposition au potentiel révolutionnaire. Je crois qu'ils ont essayé de fournir Starlink et d'autres formes d'accès à Internet parce que nous savons que le régime iranien a coupé l'accès à Internet. Ils ne veulent pas que les gens sachent ce qui se passe. Mais le président Trump a lancé un avertissement très sévère la semaine dernière disant aux mollahs iraniens de ne pas prendre les armes, de ne pas tirer sur ce qu'il a appelé les manifestants innocents. Et je pense que ce que nous voyons maintenant, la grande différence avec les tentatives précédentes lors de la Révolution verte de 2008, c'est cela. États-Unis, Union européenne et Organisation des Nations unies soutiennent les manifestants plutôt que le régime.
Et nous ne savons pas exactement ce qui va se passer en ce moment. Nous ne savons pas si le président va tenir parole. Nous avons entendu qu'il avait dit la semaine dernière, ne tuez pas les manifestants. Si vous le faites, nous défendrons les manifestants. Ne nous testez pas, nous sommes prêts à agir. Et je pense qu'à ce stade, il faut croire le président des États-Unis. Ayant autorisé Israël à attaquer les installations nucléaires, il a lancé l'opération Midnight Hammer avec 12 bombardiers B-2. Et bien sûr, nous avons tous vu ce qu'il a fait au Venezuela il y a un peu plus d'une semaine en éliminant Maduro. Donc, je pense que les Mollahs doivent être effrayés en ce moment et ils font exactement ce que le président des États-Unis n'a pas fait. Donc, je pense qu'il y a deux grandes questions. Premièrement, savez-vous combien de temps cela durera? Cette période pourrait durer plusieurs semaines, voire des mois. Cela pourrait aussi être quelque chose qui se passe très, très rapidement et cela pourrait aussi être quelque chose qui ne se produit pas du tout. Vous savez, il se peut que les manifestants, les révolutionnaires perdent espoir et rentrent chez eux, ou que cela s'éternise, ou encore que le régime tombe aussi rapidement que possible en ce moment. L'histoire avance très vite. Première question, comment cela va-t-il se passer? La deuxième question est, est-ce que le président des États-Unis va tenir ses promesses selon lesquelles les États-Unis sont prêts à agir? Les États-Unis et d'autres pourraient-ils éventuellement intervenir et utiliser la force militaire ou employer un autre moyen pour soutenir cette révolution, pour soutenir les manifestants et enfin déplacer, retirer les Moads d'Iran? Si cela arrive, Josh, ce sera la victoire totale évoquée par le Premier ministre Netanyahou. Quand il a débuté et que les forces de défense israéliennes ont lancé cette guerre contre le réseau terroriste iranien, c'est cela la victoire totale. Parce que tout cela, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, tout ramène aux mollahs en Iran. Et si ces mollahs iraniens tombent, cela va complètement changer et révolutionner tout le Moyen-Orient. Oui, Alex, le président Trump, voici sa dernière déclaration. Vous feriez mieux de ne pas commencer à tirer parce que nous allons tirer aussi. Ils indiquent clairement que les États-Unis pourraient s'impliquer dans les prochains jours, peut-être semaines. Qui connaît le délai ici? Si l'Iran continue de tirer sur les manifestants et que tous ces rapports indiquent qu'ils le font en même temps? D'ailleurs, ici en Israël, le sentiment est que ce n'est qu'une question de temps avant que l'Iran essaie peut-être de frapper Israël à nouveau, encore une fois. Rien n'est confirmé, mais le sentiment et ce que l'on entend dans la rue, c'est que les gens se demandent, est-ce que l'Iran va nous frapper cette semaine, la semaine prochaine? Ce week-end, j'ai entendu dire, peut-être en février, peut-être en mai. Je veux dire, il pourrait décider que c'est une sorte de dernier effort désespéré pour aller de l'avant et tirer à nouveau ses missiles balistiques sur l'État d'Israël. Oui, je pense que c'est une menace. Évidemment, vous savez, les Iraniens se sont engagés à la destruction de l'État d'Israël et maintenant ils voient leur propre régime s'effondrer. Et bien sûr, pendant que le président des États-Unis dit que nous pourrions ouvrir le feu à nouveau sur l'Iran, et évidemment Israël observe de très près, bien sûr, si l'Iran a encore des missiles balistiques, je n'écarte pas cette possibilité. La possibilité distincte que l'Iran puisse avoir une arme nucléaire, cela ne signifie pas qu'ils ont toutes les capacités de production nucléaire, mais ils pourraient aussi avoir une arme, quelque chose qu'ils ont produit eux-mêmes, quelque chose qu'ils ont acquis soit auprès des Pakistanais, soit de la Corée du Nord, ou même de l'ancienne Union soviétique. Lorsqu'elle s'est effondrée, nous savons qu'un grand nombre de missiles nucléaires ont disparu à ce moment-là, donc nous ne savons pas ce que l'Iran a en réserve. Et c'est un tigre en cage, c'est un animal désespéré qui pourrait sentir qu'il est à bout de force. Et le sentiment pourrait très bien être, si nous tombons, nous emmenons Israël avec nous. Donc, je pense vraiment que c'est un moment très, très sensible, mais je dirais aussi que j'ai vu la protection divine de Dieu depuis le début de cette guerre. Évidemment, le 7 octobre a été une mauvaise journée, mais depuis ce jour-là, vous savez, nous avions parlé de comment les missiles du Hezbollah, les missiles longue portée, les missiles guidés de précision auraient pu tuer des dizaines de milliers d'Israéliens partout dans le pays. Et cela ne s'est jamais produit. Nous avions déjà vu l'Iran tirer plus de 500 missiles balistiques sur l'État d'Israël. Nous avons vu le Yémen tirer des centaines de missiles balistiques sur l'État d'Israël. Et le nombre de personnes qui ont été tuées lors de ces attaques de missiles a été très, très faible, probablement moins qu'un seul missile balistique ne causerait de mort dans d'autres pays.
Donc, je vois la main de Dieu dans tout cela en protégeant l'État d'Israël. Et si Dieu le veut, Dieu continuera de protéger l'État d'Israël en cette période très, très sensible, en espérant parvenir à une période plus paisible au Moyen-Orient avec la destruction finale de la source de toute la terreur iranienne, qui est le Moaz Iran. Et nous avons aussi vu le fils du Shah, Reza Pahlavi, vous savez, émerger comme une force majeure, disant au peuple de descendre dans la rue. Toy leur a dit de sortir dans la rue vendredi et ils l'ont fait. Ils ont suivi son exemple. Il leur a dit de sortir pour 2 jours de protestation supplémentaires et il semble qu'ils vont le faire. Donc, Reza Pahlavi a un très, très grand soutien des Juifs et en général de l'État d'Israël et il est allé en Israël. Il a vécu à Los Angeles pendant de nombreuses années et je l'ai certainement vu lors de différents événements de la communauté juive. Il se peut qu'il soit apparu ici comme une figure de rassemblement. Je ne pense pas qu'il dirigera ou administrera l'Iran, mais il pourrait jouer ce rôle de rassembleur. Il a dit qu'il était prêt à retourner en Iran pour unir le peuple. Et nous verrons si l'Iran finit par passer d'une théocratie anti-israélienne à un pays pro-occidental, pro-modernisation, pro-Israël, qui sera une source de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Oui, Alex. Des images des drapeaux utilisés sous le Shah en Iran commencent à apparaître, contrairement aux drapeaux actuels du régime en Iran. Tu parles de la main de Dieu puis du Hamas, proxy de l'Iran. Au cours des derniers jours, le Hamas a de nouveau tenté de tirer des roquettes sur Israël. Dans un cas, l'autre jour, l'une des roquettes est tombée à court de portée, atterrissant près d'un hôpital à Gaza. Je me demande combien cela a été couvert par les médias traditionnels, alors que le Hamas viole toujours le cessez-le-feu. En même temps, l'administration à Washington avance vers ce qu'on appelle la phase 2. Et en même temps, le président Trump nomme un nouveau secrétaire général du Conseil de la paix. Nikolai Mladinov, un homme politique bulgare, ancien envoyé de l'Organisation des Nations Unies au Moyen-Orient, a été nommé secrétaire général du Conseil de la paix. Et c'est une mauvaise nouvelle compte tenu du passé de Mladinov, si je prononce bien son nom, en ce qui concerne Israël. Oui, Nikolai Mladinov, il était membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc tout d'abord, toute personne qui a été un envoyé de l'Organisation des Nations Unies, eh bien, il n'y a pas d'organisation au monde plus anti-israélienne que les Nations Unies. Et il faut se demander pourquoi le président Trump voudrait que Nikolai Mladinov soit à la tête de ce Conseil de paix de Gaza maintenant. En même temps, Mladinov n'est pas le plus anti-israélien qu'on puisse imaginer. Et je sais qu'il y avait des Israéliens qui pensaient cela à l'époque. Parmi les choix d'envoyés de l'Organisation des Nations Unies qui auraient pu être nommés à la tête du processus de paix, nous parlons de cela. Je pense qu'entre 2015 et 2020, il n'était pas le pire du lot. On pouvait en fait traiter avec lui. Et si vous regardez beaucoup de rapports maintenant, vous voyez que les médias pro-palestiniens, pro-Gaza disent que Mladinov est pro-Israël. Mais nous avions vu de nombreuses citations de Mladinov au fil des ans lorsqu'il parlait de la façon dont l'application de la souveraineté, comme le Premier ministre en parlait en 2020 pour la vallée du Jourdain, comment cela signifierait la fin de la solution à 2 États, comment cela entraînerait une occupation permanente des Palestiniens. Donc il était contre l'application de la souveraineté. Mais nous avons entendu dire que Tony Blair devait être le chef de ce Conseil de la paix. D'une manière ou d'une autre, Tony Blair a été rejeté et à la place, nous avons eu Mladinov. Je pense que cela pourrait potentiellement être une nomination de Jared Kushner et Steve Woodcock. Je ne pense pas que ce soit vraiment une excellente nomination, honnêtement, mais ça aurait pu être pire, je pense. Donc, nous devons déterminer exactement à quoi cela ressemble ici. Je veux dire, Mladinov, il a de bons contacts en Israël, il a de bons contacts avec les Palestiniens. Je crois qu'il prépare déjà un voyage où il vient juste d'aller récemment à Ramallah pour rencontrer certains membres de haut niveau de l'autorité palestinienne. Mais au final, s'il cherche à remettre Gaza à l'autorité palestinienne, ce serait une énorme, énorme erreur. À mon avis, ce serait une défaite pour Israël. Vous ne voulez pas confier cet endroit à quelqu'un. Ce serait juste un recyclage de 2005 quand Israël a quitté Gaza pour la remettre à l'autorité palestinienne.
Et il n'a fallu qu'environ 1 an avant que l'autorité palestinienne, qui n'est pas moins corrompue que le Hamas, perde en fait le contrôle de la bande de Gaza au profit du Hamas. Donc, vous savez, je ne suis pas satisfait de cette nomination. Je pense qu'Israël aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense qu'Israël avait probablement beaucoup de marge de manœuvre pour choisir quelqu'un de meilleur. Décision prise, nous devons observer l'efficacité et la composition de ce Conseil de la paix. Qui sont les membres de cette force internationale de stabilisation si jamais elle voit le jour? Mais si Mladinov doit gouverner Gaza, je ne vois pas vraiment cela comme un scénario très pro-israélien. Alex, restons sur le Hamas et concentrons-nous sur New York, s'il te plaît. Jeudi dernier, un rassemblement pro-Hamas et anti-israélien a eu lieu près d'une synagogue dans le Queens. Les écoles ont dû fermer plus tôt, les écoles primaires, les crèches ont dû fermer plus tôt. Le maire de New York, le nouveau maire, Zoran Mamdani, il a tardé à réagir. Même JNS a rapporté que jusqu'au Shabbat, vendredi, Mamdani n'avait toujours pas publié la moindre condamnation de ce rassemblement pro-Hamas. Et puis, quand il a finalement dit quelque chose, je crois que c'était vendredi soir ou peut-être même samedi, il ne s'est pas vraiment concentré sur le Hamas. Il n'a pas dit que c'était mal qu'ils aient organisé ce rassemblement, ni condamné le Hamas. Il a essentiellement dit que le langage et la rhétorique étaient mauvais. Concernant ce que nous avons vu à Kew Garden Hills, à New York, où des rassemblements pro-Hamas se tiennent près des synagogues, et le maire ferme les yeux et ne condamne pas fermement ces actes. Que pensez-vous de ces manifestants? Nous soutenons le Hamas ici. Je pense que ces propos sont incorrects. Ce type de propos n'a pas sa place à New York. Oui, je pense que si on ne met pas fin à cela tout de suite, ça va devenir très dangereux. D'accord, c'est un deuxième type de rassemblement devant une synagogue et on voit que la ville de New York ne protège pas la communauté juive à l'intérieur. Si vous ne parlez que du langage, c'est faux, ce n'est pas lui le problème. Le vrai souci, ce sont les partisans du Hamas. Des individus à New York traînent et manifestent devant des synagogues alors que des fidèles juifs et des membres de la communauté entrent pour des événements devant des synagogues. C'est une situation très, très dangereuse et c'est déjà la deuxième fois maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu que beaucoup de démocrates, y compris des sénateurs et d'autres, commencent à dire que si vous soutenez le Hamas, c'est un gros problème. C'est presque comme un message unifié que nous voyons maintenant à travers tout le spectre démocrate. D'un côté, c'est très bien. Enfin, les gens disent « Et si vous soutenez le Hamas, vous soutenez une organisation terroriste. Nous ne soutenons pas les organisations terroristes. » C'est vrai maintenant. Mamdani. Peut-être qu'ils veulent isoler Mamdani. J'ignore pourquoi ils disent cela. Enfin, parce que c'est un phénomène que nous avons observé pendant plus de 2 ans, depuis le 7 octobre. En même temps, peut-être qu'ils essaient de regagner des voix et de reprendre le récit pro-Israël qu'ils considèrent comme important. Que l'extrême droite, par exemple, vous savez, ils se retournent contre Israël. Donc peut-être qu'ils disent, d'accord, eh bien c'est nous qui sommes pro-Israël. Peut-être que ce sont eux qui veulent obtenir des voix. Et vous voyez comment la stratégie de l'American Israel Public Affairs Committee consiste à essayer d'évincer les candidats anti-Israël lors des élections de mi-mandat. Nous sommes en saison d'élection de mi-mandat. Désormais, certains cherchent le soutien de l'American Israel Public Affairs Committee et des voix juives, affirmant que soutenir le Hamas revient à soutenir le terrorisme. Nous ne soutenons pas le terrorisme. L'American Israel Public Affairs Committee n'essaie donc pas principalement de les exclure de leur course. Mais au final, comme tu l'as dit, Josh, c'est exact. Nous voyons New York sous Zoran Mamdani et c'est un scénario assez effrayant. Alex, je souhaite maintenant évoquer la Syrie. Plusieurs informations importantes sont récemment venues de ce pays. Premièrement, les États-Unis ont mené des frappes majeures dans le cadre de l'opération Hawkeye Strike visant l'État islamique Daesh. Là, en Syrie, c'était le premier point. Et puis, en même temps, il y a eu des affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les combattants kurdes dans la ville d'Alep, au nord. Selon les rapports, 142 000 personnes ont été déplacées à cause des combats. Alors que le gouvernement se heurte là-bas, comme il l'a déjà fait par le passé avec les Kurdes de Syrie, que sait-on de ces deux histoires? Oui, si vous voulez parler d'Alep, si vous avez 142 000 personnes déplacées, je veux dire, Israël a eu moins de personnes déplacées, aussi bien dans le sud que dans le nord d'Israël. En tout,
Vous avez vu que lorsque le Hezbollah attaquait le nord, nous avions déplacé quelque chose comme 90 000 civils. Et dans le sud, il y avait quelques milliers de civils déplacés. Et ici, vous voyez que 142 000 personnes ont été déplacées. C'est un nombre incroyable. Et je pense que le président des États-Unis doit commencer à perdre confiance en Al-Shara, le président de la Syrie. Il va avoir du mal à expliquer que tout à coup, il ne s'agit que de l'État islamique, que ce sont des terroristes qui ne sont pas affiliés à Al-Shara et sur lesquels il n'a aucun contrôle. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit ces personnes sont affiliées à Al-Shara, comme nous l'avons entendu à de nombreuses reprises, soit Al-Shara n'arrive tout simplement pas à contrôler la situation. Dans tous les cas, Al-Shara n'est pas l'homme qui va instaurer un climat de paix en Syrie. Et nous voyons simplement que ces islamistes s'en prennent à toutes sortes de minorités à travers la Syrie. Nous avons vu les attaques contre les Druzes, nous avons vu les attaques contre les chrétiens, nous avons vu les attaques contre les Kurdes. Et la Syrie est un pays multiconfessionnel. Et nous voyons simplement que les islamistes essaient d'éliminer toutes les minorités qui se trouvent dans ces endroits. Et puis, en même temps que cela se produit, vous voyez cela. Le président des États-Unis, Donald Trump, pousse Al-Shara et son gouvernement à rencontrer Israël et à créer une sorte d'accord. Et Israël doit se demander avec qui sommes-nous en train de nous asseoir maintenant? Je pense vraiment qu'Al-Shara est assez intelligent pour comprendre qu'attaquer Israël signerait sa fin. Et il ne va pas attaquer Israël parce qu'il est faible. Israël a prouvé qu'il est une superpuissance militaire. Ils ont vu à quelle vitesse l'armée israélienne est entrée en Syrie avec la chute de Bachar el-Assad et en seulement quelques jours, elle a détruit toute l'infrastructure militaire syrienne. Et vous savez, vous voyez que le président essaie de faire avancer la paix dans la région, la stabilité dans la région. Il veut qu'Israël parle à tout le monde, qu'il instaure le calme. Mais au final, vous avez affaire à des terroristes et à des terroristes meurtriers, de l'Iran en passant par la Syrie jusqu'au Liban, jusqu'à Gaza. Israël peut parler et essayer d'apaiser le président, mais voyons si le président perd rapidement patience avec Al-Shara. Et je pense que c'est finalement ce qui va se passer. Je pense que vous allez voir le président comme il l'a fait de nombreuses fois. Et je pense que vous pouvez regarder l'Iran et la guerre de 12 jours comme le meilleur exemple. Il a donné au régime iranien une opportunité, une fenêtre de temps pour négocier avec les États-Unis. À un moment donné, il a dit que ce serait une fenêtre de 60 jours. À la fin de ces 60 jours, alors Israël a reçu le feu vert pour attaquer. Et je pense que c'est probablement ce qui va se passer ici. Vous avez vu qu'au Venezuela, le président a donné à Maduro l'opportunité de prendre une porte de sortie et d'aller en Turquie. Il ne l'a pas saisie et ensuite le président Trump a perdu patience. Je pense que vous voyez la même chose se produire aujourd'hui en Iran, où le président donne au régime iranien l'opportunité de prendre la porte de sortie, potentiellement pour aller à Moscou. De la même manière, Bachar el-Assad a pris la porte de sortie lorsque les forces d'Al-Shara sont initialement entrées en Syrie. Il a pris la porte de sortie, il s'est retiré, c'était la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite. Nous allons maintenant observer la réaction du président face à la situation en Syrie que nous venons de voir ces dernières 24 heures. Je crois qu'il y a eu de nouvelles attaques des États-Unis en Syrie après les attaques précédentes, les soi-disant attaques de l'État islamique, a déclaré le président. Quand le premier ministre Netanyahou est venu à Mar-a-Lago, il a dit « Vous ne trouverez pas un enfant de cœur en Syrie ». Ce n'est pas la réalité au Moyen-Orient. Mais Al-Shara va devoir faire ses preuves et je pense que s'il ne peut pas les faire très rapidement, les États-Unis pourraient s'impliquer davantage. Vous voyez maintenant que les États-Unis commencent à s'éparpiller, non? Vous les voyez actifs au Venezuela, vous les voyez actifs en Syrie et potentiellement actifs en Iran également. Et je pense à Israël, ils font juste semblant, ils parlent à Al-Shara, essayant de protéger leurs propres frontières pour apaiser le président. Au final, je pense que nous verrons si le président perd confiance en Al-Shara, puis il faudra attendre et observer. Mais on peut clairement voir que la guerre n'est pas terminée. Elle pourrait toucher à sa fin, elle pourrait être sur le point de se terminer. Mais cette période, il y a beaucoup d'instabilité. Nous parlons d'instabilité à Gaza en ce moment. Nous ne voulons pas du Conseil de la paix.
On dirait qu'Israël attaque toujours et gère la situation avec le Liban. La Syrie se montre extrêmement instable et la situation en Iran en ce moment est aussi très, très instable. Oui, Alex. Sur le front libanais, les chaînes d'information israéliennes, la télévision presque tous les soirs cette semaine, ils ont commencé avec la situation au nord, la tension au nord. Les forces armées libanaises ont annoncé jeudi avoir terminé la première phase de leur plan national de désarmement en essayant de désarmer le Hezbollah. Ils ont terminé la première phase. Israël a répondu en disant que ce n'est pas suffisant, que cela ne suffit pas. Ils pensent toujours que le gouvernement libanais, à travers l'armée libanaise, doit faire beaucoup plus pour désarmer le Hezbollah. Afin de peut-être prévenir la prochaine vague de combat, Israël frappe encore presque quotidiennement des cibles terroristes, des infrastructures terroristes, des infrastructures au Liban, conformément au cessez-le-feu. Encore une fois, c'est ce que les informations soulignent presque chaque soir en Israël. Oui, et peut-être que c'est tout ce dont l'armée libanaise est capable. Et donc, je pense que c'est pour cela qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas faire plus. Nous savions qu'ils ne pouvaient pas plus. Mais Israël était très heureux à l'époque d'avoir créé le cessez-le-feu afin de créer une situation dans laquelle il pouvait intervenir et attaquer de manière ciblée. Et c'est ce qu'il a fait. Comme vous l'avez dit, Israël continue d'attaquer dans le sud du Liban jusqu'au nord, à Beyrouth. Nous les avons vus s'en prendre aux hauts dirigeants du Hezbollah, mais ils l'ont fait d'une manière qui n'a pas provoqué de réponse. Et je pense que le Hezbollah est assez intelligent pour voir les signes avant-coureurs, ce qui se passe, ce qu'Israël est prêt à faire, et que s'ils commencent à tirer sur Israël, ce sera la chasse ouverte ou un retour à une situation de guerre totale. Ils ne veulent pas ça, ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller, mais l'armée libanaise n'est pas assez forte, elle n'est pas plus forte que le Hezbollah, et elle ne l'est pas. Je ne sais pas s'ils sont prêts, ils devraient l'être parce qu'au final, il pourrait y avoir beaucoup d'argent pour le Liban. S'ils peuvent parvenir à une sorte de véritable accord de paix avec Israël et créer les conditions d'une paix durable avec l'État juif, le Liban doit devenir un endroit spécial. Et je parlais justement ici au Panama à quelques Juifs qui sont nés au Liban. Ils m'ont dit qu'à cette époque, la vie était agréable. Mais encore une fois, c'est exactement ce que nous venons de dire. L'instabilité à travers le Moyen-Orient. Israël avait instauré ce cessez-le-feu au Liban pour de bonnes raisons à l'époque. Mais la situation à Gaza reste non résolue. Le Hamas est toujours là. Des terroristes circulent encore en Syrie et l'Iran demeure très instable. Et nous devons simplement observer, attendre et voir ce que le Premier ministre va faire, comment il va déterminer la voie à suivre pour Israël dans les prochaines semaines. Et ce que le président des États-Unis autorisera Israël à faire, ainsi que ce qu'il serait peut-être prêt à faire lui-même. Alex, on a cité plusieurs pays du Moyen-Orient, mais pas le Qatar. Et ce rapport, publié il y a seulement quelques jours par le département américain de l'éducation, le ministère américain de l'éducation, montre cela. Le Qatar fournit 6,6 milliards de dollars d'influence étrangère aux universités américaines, restant l'un des plus grands contributeurs étrangers aux universités américaines. 6 milliards. Cela pourrait influencer les idées et les croyances des étudiants sur les campus aux États-Unis. Quelle est l'importance de ce rapport? Eh bien, je pense que cela montre l'ampleur et je ne sais même pas si c'est toute l'ampleur de l'influence étrangère du Qatar, rien que sur les campus universitaires. Et évidemment, le Qatar n'est pas le seul pays à investir des milliards de dollars en influence étrangère dans les universités américaines. Et je pense que la réponse ici est très, très simple. Et j'aimerais voir le président des États-Unis se lever et dire cela. Il est illégal pour les universités d'accepter des financements étrangers. Pourquoi des pays étrangers financent-ils l'éducation aux États-Unis? Il devrait y avoir un choix très clair et simple. Soit vous recevez des financements étrangers, soit vous recevez des financements fédéraux. Pour obtenir des financements fédéraux, il faut refuser les financements étrangers. Je ne pense pas que les Qataris devraient investir de l'argent dans les universités américaines. Je ne pense pas que les Chinois devraient investir de l'argent dans les universités américaines. Je ne pense pas qu'Israël ou n'importe quel autre pays devrait investir de l'argent dans les universités américaines. Et ce n'est pas seulement ça. L'influence qatari pousse un discours anti-Israël, ce qu'ils font évidemment depuis un certain temps.
Et c'est la raison pour laquelle on a vu les jeunes aux États-Unis se détourner d'Israël. C'est pourquoi de jeunes membres du Congrès émergent, comme Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres femmes du Congrès, ainsi que de jeunes sénateurs qui s'opposent vraiment à Israël. Parce qu'ils sont passés par le système universitaire où on leur apprend à détester Israël. Et ce n'est pas seulement ça, on leur apprend à haïr Israël. De plus, ces universités sont anti-américaines, elles font la promotion d'un agenda anti-américain. Et je pense que c'est une énorme erreur stratégique des États-Unis. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les universités, parce que ce qui se passe, c'est que les Qataris, les Saoudiens, d'autres pays ciblés à ces universités du titre 6, les universités du titre 6 reçoivent des fonds fédéraux afin de créer des programmes et des manuels scolaires pour les écoles primaires et secondaires, de la maternelle à la terminale. Donc, nous voyons qu'en conséquence de l'investissement dans les universités, cela touche en réalité l'école primaire. Les enfants de la maternelle à la terminale reçoivent déjà un discours anti-israélien dans leur manuel d'études sociales dès qu'ils commencent à apprendre les affaires internationales dès le début. Donc, cela a été très nuisible pour Israël, mais je pense que cela a aussi été très nuisible pour l'Amérique. Et j'aimerais vraiment voir le président des États-Unis agir et retirer les financements étrangers. Le président a parlé de ses liens étroits avec les Qataris. Le premier pas serait de dire « Hey, retirez vos financements des universités américaines ». Alex, passons, si tu veux bien, à la relation entre les États-Unis et Israël. Le premier ministre Netanyahou a déclaré à The Economist vouloir que sous sa direction, Israël mette fin progressivement à l'aide militaire américaine, marquant un changement stratégique. Nous avons déjà évoqué la nécessité pour Israël d'obtenir une indépendance militaire. Une leçon tirée après l'attaque du 7 octobre fut la décision de l'administration Biden de geler la livraison d'armes. Nous en avions besoin pour accéder à Rafah. C'est donc un changement que Netanyahou annonce maintenant ouvertement au monde entier. En ce qui concerne la relation avec les États-Unis, il veut éliminer progressivement toute cette aide militaire américaine. Je veux réduire progressivement l'aide militaire. D'ici les 10 prochaines années, Ce serait un changement radical. nous avons maintenu, comme vous le dites, le soutien militaire américain à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an, ce qui est très apprécié. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas me battre pour l'allégeance et le soutien du peuple américain, bien au contraire. Il faudrait être fou pour ne pas le faire, et c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas que vous voulez le réduire à zéro en 10 ans. Oui, Eh bien, c'est le bon sentiment, évidemment. Israël doit être indépendant et il ne devrait pas recevoir d'aide militaire des États-Unis, d'une superpuissance mondiale. Pour de nombreuses raisons, y compris le fait qu'Israël, franchement, est un pays riche et peut se permettre d'assurer sa propre défense. Ce que je n'ai pas aimé dans ce que j'ai entendu, c'est que le premier ministre a dit qu'il voulait l'éliminer progressivement sur une période de 10 ans. Et ce que vous voyez aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'appétit pour continuer l'aide militaire à Israël. Et je pense que le premier ministre, ce qu'il devrait faire, c'est essayer de l'éliminer beaucoup plus tôt maintenant. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de relation de défense entre Israël et les États-Unis. Il peut y avoir une relation très forte, une relation de défense entre Israël et les États-Unis. Et il peut y avoir un protocole d'accord où ces entreprises américaines acceptent de fournir des armes à l'État d'Israël, mais Israël peut payer ces armes et devrait les payer. Nous évoquons le protocole d'accord de 10 ans d'une valeur de 38 milliards de dollars qui expire, soit 3,8 milliards de dollars d'aide militaire annuelle. Pour Israël, c'est une goutte d'eau dans l'économie israélienne. Cela représente environ 2% du produit intérieur brut de l'État d'Israël. Donc, vous savez, ce n'est pas qu'Israël ne peut pas se le permettre. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la capacité de production. Donc, vous savez, Israël devrait acheter ce dont il a besoin. Et puis, en même temps, ce que vous aimeriez voir, je pense, c'est la signature d'un fonds commun de défense, n'est-ce pas? Parce que vous avez eu de très grands succès comme le dôme de fer et les systèmes Arrow. Ce sont des systèmes de défense antimissiles sophistiqués, produits conjointement par Israël et les États-Unis. Donc, ce que vous voulez, c'est voir à la fois les États-Unis et l'État d'Israël investir dans des projets de défense conjoints qui peuvent bénéficier à la fois à l'État d'Israël et aux États-Unis. Ce serait une manière différente pour les États-Unis de contribuer financièrement à la défense d'Israël, mais d'une façon qui serve également les intérêts américains.
Le président a parlé de créer un dôme d'or, similaire à la façon dont Israël a créé son dôme de fer. Donc, vous aimeriez voir des projets de défense conjoints. Mais Israël peut payer sa juste part. Et de cette façon, vous n'avez pas les détracteurs anti-Israël qui disent qu'Israël reçoit une aide militaire des États-Unis. Vous voulez qu'Israël soit une superpuissance indépendante, notamment économique. C'est une des principales économies mondiales. Une économie du top 20 peut se permettre ses propres armes, même sans capacité de fabrication. Peut-on trouver une autre formule pour collaborer avec les États-Unis au profit des deux pays? Et qui enlève les arguments selon lesquels les États-Unis paient simplement pour les armes de l'État d'Israël? Changeons de sujet. Alex, il y a 2 semaines, nous avons parlé du fait qu'Israël a été le premier pays à reconnaître la nation du Somaliland, là-bas, en Afrique du Nord. Et déjà, la semaine dernière, le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Sarr, est arrivé au Somaliland avec une délégation de haut niveau pour une visite officielle dans ce pays, après que Jérusalem l'a reconnu en premier et, à ma connaissance, seul pays à ce moment. D'autres ont peut-être suivi, mais je ne suis pas sûr. Mais une visite d'État déjà dans cette nation, à quel point cette visite est-elle importante? Nous devons voir ce que cette visite va donner. Israël, ce n'est pas juste une reconnaissance symbolique, cela prouve que ce n'était pas un acte symbolique selon moi. Il est maintenant le ministre des Affaires étrangères en mission de très haut niveau au Somaliland. C'est Guidon Sarr, un des plus hauts responsables comme ministre des Affaires étrangères. Et nous devons voir exactement ce qui peut en sortir. Et nous avons parlé de la position stratégique du Somaliland, juste en face du golfe d'Aden, du Bab el-Mandeb, directement depuis le Yémen. Et nous savons aussi que la Turquie est impliquée militairement en Somalie, donc c'est un atout stratégique très, très important. Une relation entre Israël et le Somaliland est un bon pays et c'est une démocratie. Il remplit essentiellement toutes les conditions pour la reconnaissance d'un État. Il fonctionne de manière indépendante. Il fonctionne de manière indépendante en tant que démocratie. Il fait cela depuis plus de 20 ans, donc il a vraiment fait ses preuves. Aucun pays n'a encore reconnu l'indépendance du Somaliland, à l'exception d'Israël. Israël avait de bonnes raisons d'agir ainsi. J'espère que le ministère des Affaires étrangères annoncera bientôt des avancées possibles entre Israël et le Somaliland. Alex, avant de conclure cette semaine, je voudrais juste entendre parler de la vie au Panama pour la communauté juive et du travail que tu fais au nom de JNS dans ce pays d'Amérique centrale. Que se passe-t-il au Panama? Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Eh bien, tu sais, JNS a lancé sa page en espagnol il y a quelques mois. Nous traduisons chaque jour de nombreux articles de JNS en espagnol disponibles sur le site web de JNS. Il y a un petit drapeau dans la navigation, tu peux cliquer dessus et tu peux cliquer. Pour voir JNS en espagnol, tu peux consulter notre page JNS espagnol. Et Josh, comme tu le sais, il y a aussi maintenant plusieurs langues sur notre YouTube. Donc si tu cherches JNS en espagnol, JS espagnol, JS en français, JNS italien, JNS en allemand, JNS en portugais, tu peux trouver des podcasts comme celui-ci et beaucoup d'autres podcasts JNS doublés grâce à la technologie israélienne dans des langues étrangères. Dans nos propres voix, c'était vraiment intéressant. Des gens m'ont demandé si je parlais espagnol ici. J'ai répondu, je parle espagnol seulement sur YouTube. Alors, nous avons lancé la version espagnole. Et il y a tellement de communautés juives. Vous avez des communautés juives à Mexico et à Panama. Nous avons rencontré des personnes qui étaient en visite ici depuis l'Uruguay et évidemment, il y a de grandes communautés en Argentine et ailleurs en Amérique latine. Et ils sont mal desservis par les médias en ce qui concerne ce qui se passe en Israël. La plupart des médias qui sortent en espagnol, vous savez, destinée à l'Amérique latine, elle est produite à Madrid et la plupart des reportages en espagnol sont anti-Israël avec peu de contenu pro-Israël. Donc, il y a un grand besoin pour JNS, mais j'ai été très, très impressionné ici par la communauté au Panama. C'est une communauté extrêmement soudée. J'ai passé du temps à la très grande synagogue Svartik vendredi soir, nous sommes allés à la synagogue Ashkenaz samedi matin. Une communauté si chaleureuse que je pense qu'elle est très, vous savez, très soudée, idéologiquement alignée les uns avec les autres et extraordinairement pro-Israël.
Ils ont évoqué le fait de ne soutenir aucun parti politique. Ils ne veulent vraiment pas s'impliquer dans la politique israélienne, mais ils sont tellement sionistes, ils sont absolument, je pense, vraiment ancrés dans leur soutien à l'État d'Israël. Il y a énormément de restaurants kasher. J'ai eu le privilège de manger dans certains de ces incroyables restaurants kasher haut de gamme à Panama. Il y a environ 40 restaurants kasher ici. Et ce qui est incroyable avec les restaurants kasher à Panama, c'est qu'ils ne sont pas seulement fréquentés par des juifs, par des personnes juives, mais que ces restaurants sont considérés comme très haut de gamme et que des Panaméens non juifs vont aussi dans, je ne sais pas, des restaurants kasher haut de gamme. Et beaucoup d'entre eux considèrent ces restaurants comme étant de haute qualité et potentiellement plus sains. Et on ne voit pas vraiment d'antisémitisme à Panama aujourd'hui. Cela ne signifie pas que tous aiment les Juifs. Je ne sais pas, mais nous voyons des chefs d'entreprise ici me dire qu'il y a une communauté arabe de taille similaire. Les chefs d'entreprise arabes et juifs se réunissent pour faire des affaires ensemble. Et quelqu'un m'a dit que vous êtes allé chez un coiffeur ici au Panama et le coiffeur lui a dit cela. Il considère les Juifs comme une partie très, très importante de l'économie, avec environ 10% de l'ensemble de la main-d'œuvre panaméenne travaillant pour des entreprises juives ici au Panama. Et vous voyez que la communauté juive, beaucoup d'entre eux sont des promoteurs immobiliers ici au Panama. Beaucoup d'entre eux travaillent dans le commerce de détail. Nous étions justement dans un grand centre commercial qui aurait pu se trouver à Beverly Hills, ici à Panama City. Et nous faisions une visite avec un propriétaire d'entreprise qui, en gros, a développé le centre commercial et qui est aussi franchisé de nombreux magasins dans ce centre commercial. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Évidemment, il fait chaud ici, donc il faut voir si vous aimez ce climat. Mais pour les Israéliens qui veulent voyager, vous savez, le Panama est une excellente destination. Nous avons vu ici, il y avait 2 anciens otages, Noah Argamani et Abi Nathan, son petit ami. Ils étaient à un événement pour Taglit pour Birthright hier soir. C'est vraiment une communauté très, très pro-Israël et vous savez, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Nous avons embauché Sarita SS pour diriger notre projet espagnol depuis le Panama. Donc, vous savez, c'était un excellent premier événement, une première introduction de GNS Spanish à la communauté latino-américaine. Et j'ai hâte de voir comment cela va vraiment augmenter et ouvrir un marché énorme, vraiment énorme, non seulement pour les communautés juives, mais aussi pour les communautés non juives. Les communautés évangéliques, on parle d'un marché d'environ 100 millions d'évangéliques dans toute l'Amérique latine. Et aussi l'espagnol, d'ailleurs, une langue très importante aux États-Unis. Ce que nous voyons déjà dans le JNS, lancé le 1er septembre, notre chaîne YouTube totalise déjà 25 millions de vues sur nos vidéos en espagnol. Nous avons déjà 25 000 abonnés sur la chaîne et environ 20% des vues des vidéos proviennent des États-Unis. L'espagnol est une langue très importante dans le monde. Beaucoup d'hispanophones sont évangéliques ou juifs. Ils ont en eux la volonté de soutenir l'État d'Israël, mais ils ne reçoivent tout simplement pas de bonnes informations. Super voyage, Alex. Tu reviens en studio la semaine prochaine ou tu continues sur la route? Bonne question. Je suis ici sur la route depuis plus de 2 semaines. Non, la semaine prochaine, on sera là. Je retourne en Floride pour la conférence du Conseil israélo-américain le week-end prochain. Donc, il semble qu'il me reste encore une semaine sur la route avant de rentrer enfin. Ce voyage dure plus de 3 semaines et demie. C'est le plus long depuis longtemps. Tu sais, je n'aime pas être loin, mais je vois un accueil tellement incroyable pour JNS. Tu vois vraiment la trajectoire de cette agence de presse, où elle en était il y a seulement quelques années, vraiment. Avant la guerre, les gens ne connaissaient pas JNS ni ce qu'elle faisait, et maintenant, tu sais, les gens sont très, très fiers du travail que JNS accomplit. Nous recevons un accueil formidable à la fois de la part des personnes qui aiment lire et regarder notre contenu et aussi de celles qui veulent nous soutenir financièrement de façon très importante dans ce que nous faisons. Petit rappel, JNS est une organisation à but non lucratif. Nous ne faisons pas cela pour les revenus publicitaires, nous ne faisons pas cela pour les clics. Nous écrivons ce que nous écrivons parce que c'est juste et nous le constatons. Les partisans d'Israël dans le monde entier veulent voir Israël gagner la bataille de l'information. Ils savent qu'Israël a perdu le terrain de l'information.
Le Premier ministre a qualifié cela de 8e front de la guerre, mais c'est en réalité le premier, car c'est là que nos ennemis croient vraiment pouvoir l'emporter. Nos ennemis ont investi 6 milliards de dollars dans les campus universitaires. Le Qatari investit près d'1 milliard de dollars par an dans Al Jazeera. JNS essaie de lutter contre cela. Nous allons le faire cette année avec un budget de 10 millions de dollars. C'est un gros budget, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan comparé à ce que nos ennemis investissent. Heureusement, au cours de notre voyage en Floride puis en Amérique latine, nous rencontrons des personnes voulant qu'Israël réussisse mieux dans la guerre médiatique. Ils sont donc prêts à soutenir. Si vous l'êtes aussi, cliquez sur Super Merci ou sur Faire un don sur jns.org. Nous sommes heureux d'accepter des dons de la part de personnes qui soutiennent le travail que nous accomplissons. J'aime que vous disiez que nous écrivons ce que nous écrivons. C'est juste. Je vais utiliser cette phrase. Merci, rien à ajouter. Alex, mes buenas noches à toi et continue le bon travail que tu fais là-bas au Panama et lors de tous tes voyages. Merci beaucoup, Josh. Je veux juste remercier les personnes en coulisses ici à la chaîne JNS, le responsable de la station Yuri Sretsky, Arnold Waldglanter qui travaille dur à la régie, Esther Eden, Ryan Lifshitz, Zach Sickerman, le producteur. Excellente semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine sur Jérusalem Minute, JNS Télévision.